Nous nous intéressons dans ce chapitre à décrire des systèmes thermodynamiques. Donc on se souvient qu'un système qui est constitué de plein de particules est associé à un milieu extérieur, tout cela formant l'univers. Le milieu extérieur et le système interagissent avec des échanges soit de matière, soit d'énergie. Il existe deux grandes familles de systèmes. Tout d'abord le système fermé, qui n'a pas d'échange de matière avec le milieu extérieur. Sa quantité de matière est donc constante. Il y a également les systèmes ouverts qui permettent, eux, l'échange de matière. On se souviendra de l'exemple de la bouteille fermée, système fermé, bouteille ouverte, système ouvert. Si j'étudie la variation de masse au cours du temps, eh bien, la variation de masse delta m, m à l'instant t2 moins m à l'instant t1, va être égale à la masse qui est rentrée entre t1 et t2, moins la masse qui sort entre t1 et t2. Si on est dans le cas où la masse qui entre est égale à la masse qui sort, eh bien la variation de masse est également constante à l'intérieur du système. Mais ce n'est pas une obligation pour les systèmes ouverts. Lorsqu'on étudie un système, ce système doit être à l'équilibre. On verra pourquoi un peu plus tard avec les grandeurs intensives. Mais un équilibre thermodynamique signifie en fait deux choses. Tout d'abord qu'il y a un équilibre mécanique. À l'échelle macroscopique, rien ne bouge. Et donc on pourra appliquer tout ce que l'on a vu en mécanique du point lorsqu'il y avait un équilibre. PFS, où la dérivée de l'énergie potentielle à cette position-là est égale à 0. Alors qu'un équilibre thermique signifie qu'il n'y a pas d'échange thermique. On définira ça de manière un peu plus précise dans le prochain chapitre. Mais l'équilibre thermodynamique est donc l'association de l'équilibre mécanique et de l'équilibre thermique. Pour décrire ces systèmes, nous avons besoin de mettre en évidence des grandeurs qui permettront de comprendre les états de ce système. On va les appeler les paramètres d'état ou variables d'état. Il y a deux grandes familles de paramètres d'état. La première est associée aux grandeurs que l'on appelle intensives. Par exemple, nous avons la température, la masse volumique, la pression ou encore la masse molaire. Ces grandeurs ne sont définies uniquement que lorsque le système se trouve à l'équilibre. Thermodynamique. Une autre propriété des grandeurs intensives est que si on définit un sous-système sigma' dans le système sigma, la grandeur intensive considérée n'a pas changé. Ainsi, un système dont la température est T, chaque sous-partie de ce système-là doit être à la température T lorsqu'on est à l'équilibre. La deuxième famille de grandeurs sont les grandeurs extensives. Par exemple, le volume, la masse, la quantité de matière, ou encore l'énergie interne que nous définirons un peu plus tard. Ces grandeurs extensives sont définies quel que soit l'état du système, que l'on soit à l'équilibre ou en dehors d'un équilibre. Et dans ce cas-là, si on considère des sous-parties du système principal, eh bien, ces grandeurs-là vont dépendre de la taille du sous-système sigma' que nous aurons considéré. Maintenant, nous allons nous intéresser à différents exemples de grandeur. Donc tout d'abord la température, qui est donc une grandeur intensive, permet d'avoir une idée au sujet de l'agitation thermique des molécules et donc des collisions qui peuvent exister au niveau des molécules entre elles. Elle s'exprime en Kelvin. Un autre paramètre est la pression. Donc la pression exprimée en Pascal, elle nous renseigne sur les collisions qui peuvent exister entre les molécules et les parois dans lesquelles se trouve le système. Enfin, nous avons
le volume molaire qui est défini par V divisé par N, qui s'exprime en mètres cubes par mol, ou le volume massique, V divisé par la masse, qui s'exprime en mètres cubes par kilogramme. Ces grandeurs-là sont bien sûr des grandeurs intensives. Autre grandeur intensive, la masse molaire, qui s'exprime comme étant le rapport entre la masse et la quantité de matière. Elle s'exprime bien sûr en kilogrammes par mol. Une dernière grandeur très importante pour la thermodynamique est l'énergie interne. Cette grandeur, qui est par contre, elle, extensive, est définie comme la somme entre l'énergie cinétique microscopique et l'énergie potentielle microscopique. L'énergie cinétique microscopique est associée à l'agitation des molécules, c'est-à-dire à la vitesse de déplacement des molécules, généralement dans toutes les directions. Alors que l'énergie potentielle microscopique est associée aux interactions qui existent entre ces molécules. Elle s'exprime en joules et donc est une grandeur extensive. Ainsi, je peux définir l'énergie interne molaire, grand U sur N, ou l'énergie interne massique, grand U sur M. Puisqu'il s'agit d'une grandeur extensive, j'ai donc le résultat que l'énergie interne du système sigma 1 plus le système sigma 2 me donne l'énergie interne totale. Un petit oubli dans la caractéristique, on se rappelle que les grandeurs extensives sont additives, comme ce que l'on vient de voir avec les énergies internes. Une grandeur extensive dans système sigma 1 plus sigma 2 sera égale à la grandeur extensive associée à sigma 1 plus la grandeur extensive associée à sigma 2. Maintenant que l'on a décrit ces différents paramètres, que sont la température, la pression, etc., il y a un paramètre que nous n'avons pas mis en valeur, c'est l'état même du système. Est-ce qu'il s'agit d'un gaz, d'un liquide ou d'un solide ? Alors, dans le cas du gaz, nous sommes devant un état de la matière qui est non condensé avec une forte agitation des molécules qui le constituent. Plusieurs modèles permettent de comprendre un gaz et nous allons étudier le plus simple qui est celui du gaz parfait. Donc nous avons la pression qui est exprimée en pascal, le volume qui est exprimé en mètres cubes, la quantité de matière qui est exprimée en mol et enfin la température en Kelvin. La constante grand R égale à 8,314 joules mol-1 Kelvin-1 est appelée la constante des gaz parfaits. Si on s'intéresse à un modèle du gaz parfait, c'est-à-dire qu'il y a des hypothèses simplificatrices qui permettent d'obtenir cette équation mathématique. Tout d'abord, on suppose que le gaz se trouve à l'équilibre thermodynamique. Pourquoi ? Parce que cela nous permet de définir donc les grandeurs intensives, et en particulier la température et la pression. D'ailleurs, l'une des hypothèses est que l'on considère qu'il existe des collisions entre les particules pour déterminer la température et avec la paroi pour déterminer la pression. Il n'y a par contre aucune interaction à longue distance, les particules sont supposées indiscernables et enfin, chaque particule a un volume propre qui est nul, modèle du point matériel. Cette dernière hypothèse est enlevée lorsque l'on considère le modèle de la sphère dure. Et on obtient PV-NB est égal à nRT, avec B qui est ce que l'on appelle le covolume. Le dernier modèle qui est le plus précis est celui du modèle de Van der Waals, où, cette fois-ci, nous avons P moins AN carré sur V carré, facteur de V moins NB, qui est égal à nRT, où le petit a est une constante qui est associée aux interactions à longue distance qui peut exister entre les molécules. Les deux autres états de la matière, liquide et solide,
sont des états de la matière condensés. Le modèle que l'on va utiliser tout au long de ce cours de thermodynamique est le modèle de la phase indilatable incompressible. Dans ce cas-là, le volume est indépendant de la pression et de la température. Cependant, ce modèle a des limites et donc on introduit différents paramètres. Alpha, le coefficient de dilatation thermique, et kt, le coefficient de compressibilité isotherme. Tous deux permettant d'étudier la variation de volume pour la température avec alpha et pour la pression avec kt. Ces différents états sont reliés entre eux par ce que l'on appelle des changements d'état. Le passage de gaz à liquide va s'appeler la liquéfaction. De liquide à solide, la solidification. De solide à gaz, la sublimation. Et on a les transformations inverses. Donc, de liquide à gaz, la vaporisation et non évaporation. De solide à liquide, nous aurons la fusion. Et de gaz à solide, la condensation. Selon les conditions de pression et de température du corps pur, c'est-à-dire dans un corps qui n'est constitué que d'un seul type de molécules, eh bien, nous allons avoir soit un solide, soit un gaz, soit un liquide. Pour savoir sous quel état se trouve le système, eh bien, on peut tracer un diagramme pression-température qui fait apparaître deux points particuliers. Le point triple où le système se trouve à la fois à l'état solide, liquide et gaz, et ainsi que le point critique qui est en fait une frontière maximale où l'on peut observer une différence entre liquide et gaz. Si je m'intéresse plus précisément à l'équilibre liquide-gaz, je vois que en fonction de la température, la frontière séparant le liquide et le gaz me donne une fonction que l'on va appeler la pression saturante de T. Si la pression est inférieure à la pression saturante à la température T du système, eh bien le système sera à l'état gazeux. Si c'est le contraire, P est strictement supérieur à Psat à la température T du système, le système sera liquide. Et si on a une égalité entre la pression et la pression saturante, alors le système est dans un équilibre liquide-gaz. Et donc, si la température est fixée, la pression de changement d'état est fixée. Et inversement, si la pression est fixée, alors la température est fixée. Et le lien qui existe entre les deux est cette pression saturante. Pour représenter cela, nous utilisons un diagramme de Clapeyron qui relie l'évolution de la pression en fonction du volume massique. Il y a 4 zones qui vont apparaître, le liquide à gauche, le gaz à droite, sous la cloche d'équilibre liquide-gaz, et enfin le fluide supercritique au-dessus de la cloche. Le sommet définit le point critique avec comme ordonnée la pression critique. Si l'on trace une isotherme, nous aurons dans la partie gaz une forme plutôt hyperbolique qui est associée au comportement du gaz parfait et on a la pression qui est RT sur M fois 1 sur Vm. Dans la partie liquide, nous avons plutôt une droite verticale puisque le modèle de la phase indilatable incompressible nous dit que lorsque la pression varie, le volume, et donc le volume massique, ne varie pas. À partir de là, nous pouvons alors définir au niveau des intersections entre cet isotherme et la cloche d'équilibre le volume massique de la phase liquide et le volume massique de la phase gazeuse pour ces températures à la pression saturante de changement d'état. Il s'agit du théorème de l'horizontale. Pour déterminer le titre d'un mélange
liquide-gaz, il nous suffit d'utiliser le théorème des moments qui vous est donné par ces égalités-là. On fera alors attention, le segment LA sur LG nous permet d'obtenir le titre en gaz. Donc le segment du côté du liquide nous permet d'obtenir le titre en gaz. Le segment du côté du gaz nous permet d'obtenir le titre en liquide. Nous obtenons alors un résumé du cours sur les systèmes thermodynamiques avec les principales formules que nous utiliserons dans les prochains chapitres de thermodynamique.